Bonjour, bienvenue dans un épisode spécial d'Outils du Manager. Aujourd'hui, on va parler scalabilité, leadership, structuration et surtout, on va faire le bilan, ou plutôt c'est Adélie qui va faire son bilan par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, en 2024. J'étais passé par cet exercice il y a quelques temps et puis on s'est dit, tiens, ce serait peut-être pas mal que vous ayez aussi le bilan d'Adélie, donc qui est mon bras droit, on dit pas ma bras droit, on dit donc mon bras droit pour Outils du Manager. Ça vous permettra d'avoir une expérience un retour d'expérience pragmatique et actionnable si vous êtes dirigeant ou si vous êtes manager. Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. En fait, c'est la deuxième fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui, parce qu'on a fait notre 1 à 1 ce matin. Ouais. Là, on est en début d'après-midi. Donc, juste pour introduire un petit peu le sujet, pourquoi on a trouvé ça sympa de faire ce bilan. Alors, il y a eu évidemment en off le bilan, en tout cas l'évaluation de Adélie. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être vraiment intéressant de le partager avec vous. 2024, ça a été une grande année de transformation pour Outils du Manager. Donc, on vous donne à la fois des idées sur comment Outils du Manager va évoluer et en même temps, on va vous donner un retour d'expérience. Enfin, c'est Adélie qui va vous donner un retour d'expérience sur sa pratique de directrice des opérations. Et puis, évidemment, je pourrais pas m'empêcher d'intervenir et de discuter, mais je vais m'efforcer d'écouter le plus possible. Je vous donne un plan rapide de l'épisode qui nous sert un petit peu à donner de la structure à l'épisode, puis pour que vous sachiez ce dont on va parler. Après, on ne s'interdit pas d'élargir le sujet si c'est intéressant. La première partie, ça va être l'évolution d'Adélie en tant que bras droit. La deuxième partie, ce sera structurer une entreprise sans la figer. Ça a été un sujet important. Troisième partie, gérer une équipe en croissance et en transition. Quatrième partie, développer un business to business rentable. Et cinquième partie, prendre de la hauteur et ne pas s'épuiser, puisqu'il y a eu aussi ce sujet-là l'année dernière. Donc Adélie, ce que je te propose peut-être, c'est de commencer à nous dire pourquoi toi ça t'a paru intéressant de faire ce bilan. Alors, déjà, moi, je veux juste rectifier un truc. C'est pas finalement mon bilan à moi toute seule. Ça va être vraiment. Je vais être un peu la porte-parole, je pense aussi de l'équipe. Enfin, j'espère. Ils me diront. J'espère qu'ils se reconnaîtront. Mais voilà, je les ai quand même tous sollicités pour avoir les retours de l'équipe. Donc, c'est évidemment pas mon bilan à moi unique. Voilà, ça c'est quand même important. Après, pourquoi ça me semble important? Parce que je trouve qu'on m'a de plus en plus sollicité en 2024 parmi nos clients et principalement les membres Ciel sur comment en fait on fait vivre la méthode ODM réellement en interne. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je me rendais pas compte en fait de l'importance et je pense que c'est effectivement le voir vivre, le voir implémenter, c'est important. Et donc je pense que le bilan, ça fait clairement partie de cette démarche-là en fait, de le faire voilà, c'est un exemple de bilan. Il y a plein d'autres choses à faire, mais ça peut être intéressant, je pense. Ok, donc on commence tout de suite. On a intitulé la première partie, enfin la partie suivante, maintenant que tu as introduit le sujet, prendre pleinement sa place de bras droit, j'arrive à le dire, prendre pleinement sa place de bras droit, il y a beaucoup de BR et de BL. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Peut-être commencer simplement par qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 2023, ce qui a changé dans ta posture de bras droit, parce qu'en 2023, tu étais déjà bras droit. Juste peut-être, j'ai oublié ça, peut-être pour les gens qui ne nous connaissent pas, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. La raison de ton arrivée chez Outils du Manager, c'est simplement que, ayant beaucoup d'activités, d'autres entreprises à gérer, j'avais peur d'avoir du mal à continuer à pouvoir travailler seul ou juste avec Hugo sur Outils du Manager. J'avais peur que mes développements sur d'autres entreprises en pâtissent, et donc j'ai ressenti l'importance d'avoir vraiment quelqu'un qui structure. Et d'ailleurs, la première mission, c'était pas de développer, c'était vraiment de structurer.
Donc tu as pris tu as pris le management d'Hugo, et puis petit à petit ça a grandi, ça tu vas peut-être nous le raconter. Mais voilà, c'est juste pour vous donner le contexte. Ouais, donc, tout à fait. Ça fait déjà un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une question qu'on pose quand on fait l'entretien de fin d'année. C'est quoi ton évolution personnelle entre 2023 et 2024? Eh ben, ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, je retrouve finalement ce qu'on retrouve chez les membres du ciel souvent, c'est-à-dire que en fait, on est souvent son propre frein, et je pense que voilà, j'échappe pas à la règle. Moi, le gros changement, je pense, c'est de me libérer de la peur de faire moins bien que toi, ou de prendre des risques que je suis pas la seule à assumer en fait. Je pense que c'était ça peut-être le plus important, et vraiment je me souviens d'une phrase en particulier que tu m'as dite lors d'un et qui a été un grand déclencheur pour moi, c'est que tu m'as dit fais comme tu ferais pour ta boîte. Et voilà, et ça du coup voilà, c'est resté pour moi, et ça m'a bien aidé. Donc je pense que c'est ça la grosse différence pour moi personnellement, de pouvoir finalement être en capacité de prendre des décisions quotidiennes qui peuvent parfois être en rupture avec ce qu'on a pu voir chez Outils du Manager dans le passé, parce que la boîte évolue, c'est normal, et voilà. Et ça, c'est un truc à s'autoriser en fait. Et en fait, c'est aussi logique que ça se soit passé en que ce soit monté en puissance, puisque au départ, quand je t'ai embauché, effectivement, l'idée, c'est évidemment qu'un jour ça puisse se développer, mais c'était surtout de structurer ce qui existait déjà. Oui, tout à fait. Et donc, c'était une nouvelle phase dans ta mission de bras droit. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à cette phrase, fais comme si c'était ton entreprise. Voilà, c'est pas forcément une phrase qu'il faut dire avec à votre bras droit quand il arrive. Par contre, le jour où vous dites cette phrase, c'est vraiment que vous êtes sûr que vous êtes en phase quasiment sur tout, que les rôles sont bien répartis. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'a permis de dire cette phrase, c'est de sentir à quel point tu avais intégré la philosophie, entre guillemets, d'Outils du Manager. En l'occurrence, chez nous, c'est un peu particulier, puisque, en fait, notre but, c'est de promouvoir le management. Et la manière de manager, de gérer une entreprise, etc. Donc, il y a vraiment une transparence totale entre le message qu'on porte auprès de vous, nos clients, et puis ce qu'on pratique en interne. S'il n'y avait pas cette équivalence, cette transparence... C'est aussi ça. C'est aussi ça, je pense, qui peut être, ou qui a pu être bloquant pour moi, en fait. C'est qu'il faut accepter que t'es pas censé être un exemple, en fait, un modèle parfait. Et ça, c'est pas forcément évident, du coup, dans la posture que j'ai. Et effectivement, tu disais, moi, ce déclic, en fait, il a été possible aussi parce que j'ai acquis une bonne connaissance, je pense, de l'historique de l'entreprise, qui m'a permis aussi une fois, en fait, qu'on sait comment ça marchait avant, on peut faire des transformations. C'est impossible avant. Donc ça, c'est important. J'ai évidemment augmenté au fur et à mesure des années mon expertise aussi des produits ODM et de l'accompagnement qu'on propose. Donc ça évidemment, c'est important. Et puis, j'ai complètement, je pense, pris en main vraiment cette année, on en reparlera certainement, mais la structuration de l'entreprise vraiment en termes d'organigramme, ce qui implique le recrutement, une organisation en différents pôles, etc. Voilà. Et ça, c'était, on va en reparler après de la structuration, c'est la partie d'après, mais ça c'était un sujet parce que oui, je suis visionnaire, mais pour moi la structuration elle est très importante, mais pas tout à fait de la même manière que pour toi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, et c'est ce que je dis, de toute façon je pratique ce que je prêche, c'est que la structuration pour moi ça veut dire toujours s'appuyer sur ce qu'on a construit pour développer autre chose. Pas avoir un rejet de ce qu'on a fait dans le passé. Moi, je crois plus à une évolution d'entreprise, et c'est mon tempérament de visionnaire. Vous pouvez avoir un tempérament différent, mais moi, je crois beaucoup à l'évolution plus qu'à la révolution. C'est-à-dire que, oui, une entreprise, ça doit évoluer sans cesse. D'ailleurs, on va en parler, puisqu'il y a vraiment des choses très différentes qui sont en train de se développer chez Outils du Manager. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment important que ça s'appuie sur
quelque chose qui a été construit et qui est du coup on est dans le temps long. C'est juste ça, moi, mon idée. Oui, complètement. Ce que j'ai pas du tout, et c'est pour ça qu'on est complémentaires, c'est la capacité que tu as à réaliser des processus, à les faire vivre, etc., etc. Oui, à le transcrire en fait dans l'opération, à les faire appliquer, etc., etc. Voilà, et c'est pour ça que ça fonctionne bien entre nous. C'est que oui, complètement. On n'a pas la même place. D'ailleurs, je pense que c'est important aussi à dire quand. Je pense que c'est aussi ça qui m'a vraiment permis de voir les choses un peu différemment cette année. C'est que la place, elle est claire en fait. Chacun a sa place. Et je pense que chacun s'épanouit dans sa place, donc on se marche pas sur les pieds. Ça, c'est très important. Et l'autre chose, je pense, très structurante pour moi cette année, c'est le manifeste que tu as écrit et que j'ai trouvé, en fait, c'est un outil qui est très puissant, je pense, de toute façon, dans n'importe quelle boîte. Pour nous, voilà, c'était essentiel aussi, mais c'est important parce que c'est ce qui va piloter en fait mes décisions aujourd'hui, que ce soit dans la création de produits, dans le management de l'équipe, dans les choix des projets, etc. C'est vraiment en fait mon cap à suivre. Donc ça, c'est extrêmement confortable et ça permet, ça se retranscrit à plein de niveaux dans l'entreprise, dont le recrutement par exemple. Et en fait, avoir des gens, on peut valider du coup en recrutement qu'on a des gens en accord avec le manifeste, ce qui est le cas pour les recrues de 2024. Et ça, c'est juste génial d'avoir des gens qui ont envie en fait de contribuer à cette mission-là. C'est hyper important. Alors juste pour expliquer ce que c'est que le manifeste, ça fait partie c'est un des éléments du business de poche. On a une formation qui s'appelle business de poche où en fait on modélise l'entreprise sur différents critères et il y a un critère qui est le manifeste. Le manifeste, c'est, je résume, mais en gros c'est comment on travaille avec nos clients, comment on travaille avec les gens qu'on aide de l'extérieur de l'entreprise. Et puis après, il y a la culture d'entreprise. Oui. Donc la culture d'entreprise, c'est comment on travaille à l'intérieur de l'entreprise. Et en l'occurrence, chez Outils du Manager, les deux, ils sont complètement en fusion, puisque finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quasiment, on vous propose ce qu'on applique en interne et on applique en interne ce qu'on vous propose. Et de toute façon, c'est un point important, j'en profite pour le dire, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais plus votre manifeste et votre culture seront proches, voire seront presque indissociables, plus vous réussirez à avoir une cohérence dans vos actions entre la manière dont vous managez les gens et la manière dont vous abordez les marchés. Donc effectivement, le manifeste, moi je ne l'ai pas forcément fait pour ça au départ, je l'ai fait parce que moi-même j'avais besoin de clarifier pourquoi Outils du Manager c'était important pour moi et comment je voulais que on parle à nos clients, mais toi ça t'a servi de support pour avoir aussi la culture en interne qui correspondait à ce genre de volonté. Alors, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais tout à l'heure tu as dit que un de tes plus grands défis c'était de prendre des décisions qui étaient un peu en rupture avec l'existant. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples là-dessus ou juste pour comprendre ce que ça veut dire? Alors, sans citer évidemment forcément des choses trop précises, mais par exemple, en fait, de décider de continuer ou pas avec quelqu'un que toi tu as sélectionné, que ce soit un partenaire, un collaborateur, peu importe. Ça, je pense que c'est une décision qui est quand même qui mérite réflexion. Et ça, c'est pas évident à prendre. Et après, je pense par exemple justement au lancement du service B2B. Donc en fait, c'est le déploiement du système ODM qu'on propose aux entreprises, donc pour former tout un groupe de managers. Ça, c'est quelque chose que j'avais testé en arrivant. Et en fait, ça me semblait important en arrivant de mettre en place un volet commercial et qui n'existait pas en fait chez Outils du Manager. Et j'avais testé ça et en fait, c'était justement à l'époque pas vraiment ta mission d'aller vers l'entreprise. C'était vraiment former le manager directement. Et en fait, aujourd'hui, on a pris la décision d'y aller.
parce que en fait, il y a des dirigeants qui sont en fait prêts à déployer le modèle et qui ont besoin d'aide pour vraiment mettre ça dans le concret. Et donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc ça, voilà, dire ok, on y va et finalement je structure tout de mon côté, je crée l'offre, je la commercialise et je la délivre. C'était aussi une décision importante quand même. Alors deux choses. Juste pour replacer le contexte, outil du manager, quand ça a été créé, je dirais, particularité, l'angle particulier d'outil du manager, c'était que je voulais m'adresser aux personnes, c'est-à-dire les managers, je voulais pas m'adresser aux entreprises. Parce que j'étais tout seul et que de toute façon, déployer ça dans une entreprise, c'était pas possible, mais aussi parce que je trouvais que c'était un créneau qui était pas très exploité, et qui m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire vraiment parler à un manager qui se dit mais en fait j'y arrive pas, comment je peux faire, comment tu peux m'aider. Et ce qu'on fait maintenant, c'est une des choses qu'on développe déjà, c'est qu'on attaque maintenant des entreprises. Donc il y a quand même une petite variation dans la vision stratégique qui a permis ça. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que en fait, tu t'es retrouvé à devoir prendre des décisions qui étaient peut-être... dont tu pensais peut-être que c'était plutôt à moi de les prendre. Oui. Et donc là, je me mets dans ma posture de visionnaire. Quand vous êtes visionnaire, en fait, c'est important justement on discute toutes les décisions qui sont prises, mais de vraiment laisser de la place à votre réalisateur pour vous faire des propositions. Et le meilleur moyen d'être obligé de le faire, je dirais, c'est juste de ne pas avoir le temps de le faire vous-même. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que tu as pris la place que de toute façon, je ne pouvais pas prendre parce que je n'avais pas le temps ou parce que je n'ai pas la compétence, etc. etc. Donc, il y a aussi cette complémentarité-là qui est importante. Et puis, le dernier truc, qui est peut-être une découverte pour vous, c'est que oui, votre directeur des opérations, il peut faire du développement. Il n'est pas que là pour faire de la structuration, alors que vous ne faites que du développement. C'est pour ça que souvent, je dis qu'il y a une confusion entre le rôle de visionnaire et le rôle de commercial. Tu peux être un visionnaire et pas faire le commercial pour ta boîte. Tout à fait. D'ailleurs, le directeur des opérations, la directrice des opérations en l'occurrence, elle est la supérieure hiérarchique des commerciaux de l'entreprise. Souvent, on confond, on dit, oui, le dirigeant, c'est toujours le commercial de la boîte. Non, le visionnaire de la boîte, c'est pas la même chose que le commercial de la boîte. Après, c'est vous qui définissez jusqu'où vont chacun de vos rôles, mais en l'occurrence, chez nous, et d'ailleurs dans toutes mes entreprises, je suis jamais le commercial de ma boîte. Jamais. Je l'ai été au début, d'ailleurs, c'était un des trucs les plus difficiles dont j'ai dû me sortir, parce que quand on a c'est pas facile. On en reparlera ça si tu veux, puisque d'accord. Non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on n'est pas tout seul à avoir cette problématique-là. Et nous, on a mis en place des choses qui fonctionnent bien, a priori, donc qui sont en cours de déploiement, mais voilà. Et tu parlais des décisions, des exemples, par exemple un changement d'outil aussi, qui peut être très impactant pour l'entreprise. C'est quand même des décisions il faut pas faire n'importe quoi, donc ça peut être important. Des décisions de restructuration de budget de mission, par exemple aussi, qui vont modifier le profil budgétaire en fait de l'équipe, par exemple. Et j'ai pensé à autre chose quand tu parlais. Notamment cette structuration en 3 pôles. En fait, ça peut être d'ailleurs, c'est une anecdote qui est marrante, c'est que quand j'ai fait le recrutement d'un poste clé, d'ailleurs qui a été une grosse bascule pour nous, qui est le poste d'office manager, en fait, je suis arrivée en shortlist avec 2 super candidates. Qui me semblaient toutes les deux pouvoir nous correspondre, mais pour des choses différentes, pourtant au même poste. Et en fait, ça a été le déclic pour moi pour me dire en fait la polyvalence, le fait de pouvoir se remplacer l'un l'autre, en fait, ça va être une sacrée force
On en reparlera, mais ça a pu me manquer comme on a eu des départs et des arrivées dans l'équipe. Voilà, donc ça c'est très important. Et après vraiment au niveau de la prise de décision, je pense que la grosse, le truc vraiment capital qui a changé, c'est que j'ai dû prendre des décisions plus rapides. Parce que on développe, on structure, donc faut aller vite. Et comme j'ai très peu de temps finalement de recul, pour juste dire, souvent d'ailleurs les managers et les dirigeants nous disent ça, hein, quand est-ce que tu te poses pour réfléchir à ta boîte, on a tous le même problème. Et pour moi, les clés, ça a été toujours de revenir au principe. Je sais que c'est un truc que tu répètes beaucoup, mais c'est vraiment clé. Revenir au principe pour moi et pour les équipes. C'est-à-dire quand il y a un problème que t'as pas le temps, forcément, t'as pas le temps de rentrer dans le problème. En fait, revenir au principe, c'est les autres qui réfléchissent et qui avancent. Donc ça, c'est très précieux. D'utiliser aussi le manifeste pour toujours recadrer le sujet dans un niveau plus large, en fait, un niveau plus stratégique, plus de l'ordre de la mission. Ça m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, faire... alors ça peut paraître évident, mais je pense que je le faisais pas assez, plus faire participer les équipes en collectant les avis. Même si après, voilà, il y a toujours une décision à prendre à un moment. Et puis, un truc clé, mais que j'ai pas depuis que je suis chez Outils du Manager, que j'ai toujours eu, c'est de travailler comme si l'entreprise doit être vendue demain. Ça, je pense que c'est une clé aussi pour décider rapidement et d'avoir moi-même mon propre espace d'échange et de discussion en dehors de l'entreprise, comme le font chez nous les membres du Ciel. Moi, je me suis créé mon petit groupe entre bras droits et ça, c'est hyper important aussi. Et hors Ciel, du coup. Oui. Parce que le Ciel m'apporte beaucoup, mais il me fallait quelque chose d'extérieur. Voilà. Alors, en l'occurrence, le Ciel, ça peut tout à fait jouer ce rôle-là. Complètement. Ok. Juste rappelle les trois, parce qu'à un moment tu as dit organiser en trois pôles. Peut-être tu peux rappeler ce que sont ces trois pôles, parce que pour nous c'est absolument évident. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc en fait la partie historique d'Outils du Manager, c'est le podcast, et suite au podcast sont arrivées les formations qui ont permis, toutes les formations qui ont permis de créer en fait de la méthodologie et des outils vraiment pas à pas pour que tout le monde puisse se former. Donc ça c'est vraiment la... Premier pôle. Voilà, c'est la partie historique, c'est le premier pôle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et on pourra en reparler du pourquoi, du comment, mais c'est le pôle cours en ligne, qui est donc pas de la formation professionnelle au sens légal du terme, puisque en fait, dans ce pôle-là, les gens sont libres de se former, d'acheter les formations et de les suivre ou de pas les suivre sur le moment, etc. Ensuite, on a le pôle Ciel, donc qui est le deuxième, c'est le pôle pour les dirigeants. Donc c'est vraiment l'activité du Ciel et donc l'accompagnement des dirigeants au sein d'un cercle privé qui s'appelle le Ciel et qui est un cercle digital. Donc tout se passe en digital et qui est basé sur le co-apprentissage, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tout le monde vraiment apporte quelque chose dans le groupe et on évolue tous ensemble, nous y compris en fait, hein, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et le troisième pôle, c'est je précise un truc sur le Ciel, c'est les dirigeants d'entreprise. Et les cadres dirigeants. Et les cadres dirigeants. On a ouvert aux cadres dirigeants. Gros changement de l'année d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et le troisième pôle, c'est le pôle que nous on appelle B2B et qui va regrouper deux choses. C'est la formation, le déploiement en fait du système ODM auprès des entreprises. Donc quand on est à la tête de l'entreprise et qu'on veut déployer dans une strate ou plusieurs strates de managers le système ODM, on met ça en place maintenant. Tout en distanciel aussi, je le dis, parce que souvent on me pose la question. Donc oui, tout est en distanciel et ça fonctionne en distanciel. Et dans ce pôle-là B2B, on a aussi maintenant la partie vraiment qui est détachée volontairement des cours en ligne, qui est la partie formation professionnelle. Et donc ça, je pense que les gens ne le savent pas forcément encore trop. C'est-à-dire qu'on pouvait déjà nous solliciter pour être formés en passant par un OPCO, par exemple, et donc pour ça en fait l'entreprise doit être certifiée Calliope, enfin nous on doit être certifié Calliope, ce qui est le cas, mais en fait grâce à notre développement du service aux entreprises, on peut maintenant aussi proposer un accompagnement beaucoup plus poussé en individuel à ceux qui veulent avoir une formation professionnelle et financée par l'entreprise. Ok, super. Donc ça c'était la partie prendre pleinement sa place de bras droit, je pense qu'on a été assez exhaustif. J'en profite pour dire qu'on a une formation spécifique
qu'on propose, qui est au catalogue, qui s'appelle Bras droit gagnant. Et la particularité de cette formation, c'est qu'il y a deux formations en fait. Il y en a une pour le bras droit, il y en a une pour le visionnaire. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous recrutez vous voulez être visionnaire, mais vous recrutez un bras droit, mais vous comptez uniquement sur lui pour tout faire, ça va pas marcher. Non. Il y a vraiment un truc à mettre en place, et donc il faut que les deux soient formés. Alors, la formation partie visionnaire est beaucoup plus légère que la formation partie bras droit, mais c'est quand même important. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui fait que ça marche bien entre nous, c'est ça aussi. C'est qu'on a vachement structuré le truc. Il y a un manifeste, il y a ce que j'appelle le business de poche, etc. Il y a toute une structure et tous des rituels qu'on a, et même une charte de communication qu'on a entre nous, qui est que, par exemple, parce que c'est souvent le truc qui surprend les gens, Adélie, quand elle me dit non à un nouveau projet, eh bien c'est elle qui a le pouvoir. Alors que pourtant je suis au-dessus d'elle hiérarchiquement. Mais la logique, c'est de dire que si elle pense que c'est pas implémentable en ce moment, c'est forcément elle qui a raison, parce que moi je suis plus autant en contact avec l'opérationnel qu'avant, et donc je ne peux pas juger à sa place. C'est elle qui peut juger ça. Bon voilà, il y a plein de choses à l'intérieur de cette formation qui font que ça fonctionne, parce que très souvent une entreprise avec deux têtes, ça marche pas. Donc il faut vraiment avoir une méthode et un système tout autour de ça. Ouais. Oui, et peut-être un point quand même très important là-dedans, je pense, pour ceux qui veulent implémenter ça, c'est que il faut que ce soit très clair pour les équipes. Il faut vraiment que les équipes sachent parfaitement qui est responsable de quoi, à qui ils demandent quoi aussi, avec qui ils sont en interaction. Ça, je pense que c'est super important. Nous, il n'y a jamais eu de flou à ce niveau-là, et je pense que c'est important. Sinon, à mon avis, c'est compliqué à mener. Hein. Ouais, parce que en fait, je le dis en passant, c'est pas parce que vous devenez visionnaire que vous renoncez complètement au management. Vous passez sur un autre mode de management qui est pas quotidien, mais qui est très important aussi, qui est un management collectif sur la vision, sur la culture, etc. La partie suivante, on l'a intitulée « Structurer sans figer, le défi de la scalabilité ». Sacré défi. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ouais. Bah, je pense que tu m'as parlé de scalabilité depuis le début, hein. Et c'est un gros défi en fait, hein, surtout que moi je viens du domaine de l'accompagnement quand même, et donc avec plutôt cette culture de la personnalisation, etc. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui m'intéressait de rejoindre ODM, c'était de passer à un niveau supérieur, dans le sens où, en faisant moins de personnalisation vraiment individuelle, personne par personne, on peut avoir plus d'impact et on peut du coup fournir des méthodes. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a toujours des méthodes à créer qui sont utilisables dans la majorité des cas. Donc en fait, voilà, on est allé vers ça, et c'est quand même un enjeu à respecter en réalité pour moi au quotidien. Mais on y arrive. En fait, toi, tu viens d'un parcours de coach, et la caractéristique du coach, c'est évidemment la personnalisation extrême. Ouais. Et moi, je viens moi, je viens de la distribution, et voilà, et je me suis toujours dit, si je personnalise trop, d'abord, je pense pas être un très bon coach, déjà. Et mon objectif, c'est pas de faire du super sur mesure, c'est de réussir à toucher le plus de monde possible, mais sans être trop rigide. On en parlait ce matin en 1 à 1. Moi, je vous donne jamais des méthodes que vous puissiez pas personnaliser ensuite, mais c'est à vous de les personnaliser. Voilà. Mais souvent, moi, j'ai le retour, justement, et c'est là où je pense que j'ai une plus-value à apporter, c'est que justement, le passage entre la méthode brute, les concepts, etc., et l'appropriation, l'implémentation dans son propre système, dans son écosystème, en fait, c'est pas toujours simple. Et c'est là où je pense qu'on a, et on peut encore évoluer chez ODM là-dessus, je pense, c'est vraiment justement trouver quelles sont les étapes clés pour être capable de le faire. Et c'est en ça où je pense que l'accompagnement individuel peut se faire. C'est vraiment en donnant comment tu peux réfléchir et comment tu peux t'approprier les choses. En fait, ça, c'est vrai que on nous le demande souvent, en fait, ça. En fait, on a un système de référence. Et puis après, c'est, oui, mais dans tel cas, comment je l'applique, etc., etc. Alors, la première question, le passage en 3 pôles autonomes, pourquoi et comment?
Alors pourquoi la première raison, c'était je dirais de pas, comme tu dis, faire game over avec la boîte si je me plante. C'est-à-dire, ok pour lancer de nouvelles choses, mais il faut pas que ça compromette tout. En fait, le plus simple pour ça est donc de séparer. Si je donne un exemple très concret, pour respecter la réglementation de la formation professionnelle et être certifié Calliope, il faut être capable de dire qu'est-ce qui est un parcours de formation professionnelle vs tout le reste de ce qu'on fait. Donc en fait, quoi de plus simple que de tout structurer en fait en découpant les choses et ça va de la compta à l'administratif à vraiment au service qui est délivré, etc. Donc en fait, c'est parti de là et c'est parti en fait de ma volonté de déployer le modèle en fait qu'on a nous tous les deux bras droits dirigeants dans différents pôles en fait pour pouvoir faire grossir. En fait, pour moi ça me semblait la meilleure solution de me dire en fait tu pourras jamais être partout tout le temps, c'est pas possible. Donc il y a un moment donné, il va falloir que toi aussi tu trouves les bras droits pour avancer quoi, pour développer. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ce qui a accéléré, c'est justement ce recrutement des office managers qui m'a permis de mettre ça en place et de les dispatcher en fait sur des pôles différents. Et ça a été une grande clé. Voilà. Après, le pourquoi, c'est toujours dans cette idée de dire ton entreprise, elle doit être vendable. En fait, si on a différentes unités qui fonctionnent de façon autonome, ça veut dire que on pourrait imaginer que demain il y ait 3 entreprises différentes ou que on ait besoin d'en vendre une ou j'en sais rien. Tout peut être imaginé. Mais si c'est déjà structuré de façon autonome, c'est beaucoup plus simple. Et puis, alors je sais pas si c'est une contrainte que je me suis donnée ou moi je vois comme un avantage, mais c'est de se dire que chacun des pôles créés doit finalement, enfin c'est modulaire en fait comme système. C'est vraiment comme le système de management ODM. L'idée c'était vraiment que ce soit modulaire et que on utilise en fait les briques qu'on crée. Par exemple, pour les cours en ligne, on les réutilise dans la formation professionnelle. Toute la structuration qui est nécessaire au niveau administratif pour Calliope, on le déploie dans les autres services. Et voilà. Et je pense que comme ça, on a un résultat qui est meilleur. Alors, juste pour redonner du contexte pour des chefs d'entreprise, en fait, effectivement, l'idée c'est alors je vais employer un terme qui est économique, mais tu as une vache à lait, on va dire. Tu as une activité qui fonctionne très bien, sur laquelle tu réinvestis, etc. Je pense qu'il faut toujours avoir une partie de ton esprit, et c'est ça l'esprit visionnaire, de se dire, oui, mais à partir de ça, est-ce que je peux pas développer, est-ce que je peux pas avoir une émanation qui va être, qui va tirer parti de ça, mais sur un autre secteur? Ça, c'est ce que j'appelle l'approche en crabe dans notre formation, le manager essentiel. C'est-à-dire dire, j'ai un savoir-faire. Le manager libéré. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, pardon. Ouais. L'entrepreneur libéré, on va y arriver. L'entrepreneur libéré. Ouais. En fait, c'est toujours dire, je me développe, mais pas n'importe comment, en rachetant une entreprise qui a absolument rien à voir, où je vais pas pouvoir faire jouer des synergies. Je dis, tiens, ce truc-là, on peut aussi l'utiliser dans le business to business, finalement. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, avoir comme ça des éléments, une espèce de galaxie de choses qui vivent chacune leur vie, mais en même temps qui ont quelque chose de commun, ce qui va faciliter le fait de les développer. Ça, c'est ce que j'appelle une galaxie. C'est pas forcément d'ailleurs des entreprises différentes, ça peut être des services différents, des marchés différents, etc. L'important aussi, c'est que ces choses-là, elles soient organisées en cellules, c'est-à-dire que elles soient pas. Ça peut être, par exemple, tu as une entreprise qui grossit, puis elle est vraiment trop grosse, et là, tu vas le séparer en 2 cellules, ce qui va permettre que ça reste toujours non figé, c'est-à-dire que ces cellules vont pouvoir se développer chacune individuellement, générer d'autres cellules, etc. Et l'autre truc que tu as dit qui est important, c'est le principe de ne pas faire de game over. Je suis en train d'écrire une formation là-dessus, qui est comment concilier le court terme et le long terme, et donc comment pas sacrifier, je dirais, ta vache à lait en essayant de faire un développement. Il y a plein de boîtes qui se cassent la figure à cause de ça. Tout d'un coup, on va se développer là-dedans, etc. Et elles foutent en l'air leur vache à lait. Et donc le game over, et tu m'as dit ce matin au 1 à 1 qu'on a fait que c'était ça qui t'avait rassuré, c'est que tous les développements d'entreprise qu'on a fait, le B2B, le ciel, ils nécessitaient un investissement, mais qui n'allait pas compromettre
l'activité principale. Et un jour, ils seront peut-être plus gros d'ailleurs que cette activité principale. Je dis activité principale à un instant T. Et ça, c'est très important quand vous faites de la diversification, etc., de savoir qu'au pire, si ça marche pas, vous aurez peut-être perdu du temps, etc., peut-être de l'argent, mais vous n'aurez pas mis en danger l'ensemble de la structure. Donc, c'est pas des décisions game over, c'est des décisions qui ont une réversibilité. On peut revenir en arrière, ça n'a pas marché, bah c'est tout, on se replie, on continue, puis on trouve une autre idée, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut donner réassurer votre bras droit. Ouais, complètement. Tu as le droit de te planter, on est tous d'accord, c'est pas sûr que ça va marcher. Et ça peut rassurer votre bras droit qui, sinon il va rester à faire que de la structuration, il fera jamais de développement. Ouais, complètement. Et juste par rapport au déploiement en 3 pôles aussi, je pense qu'un des avantages, c'est aussi de profiter en fait de cette diffusion. Quand il y a un succès quelque part, on peut le déployer sur les autres pôles. Et donc ça permet aussi de tester avec moins de risques. C'est-à-dire que on teste pas un nouveau process sur toute la boîte, on le teste en fait sur une partie. Donc ça c'est hyper important pour facilement oser aussi tester, apprendre. Et une fois qu'on aura un niveau qu'on juge transposable, en fait, qui est suffisant pour être transposable, alors on transpose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, nous, on le constate, et je ne sais pas si on y reviendra après, mais c'est important dans la culture de l'équipe aussi d'avoir cette vision justement long terme pour que eux-mêmes aient cette envie de transposer, en fait, et que ça vienne d'eux. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va mettre du sens aussi à leur mission. Donc ça c'est intéressant. Et si je donne un exemple de transposition que nous on a faite, je vais reprendre la certification Calliope parce que c'est assez défini. Ça demande en fait une mise en place. Enfin nous en tout cas on l'a fait comme ça. On en a profité pour vraiment restructurer, réfléchir à notre modèle d'accompagnement, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses de fait tout au long du process. En fait, on a créé un workflow parcours client avant tout. Et d'ailleurs, ça c'est une des grosses choses qu'on a mises en place sur tous les pôles d'ailleurs en 2024. Mais voilà, avec cette façon de réfléchir, en fait, un workflow avec la vision client et tous les process qui s'intègrent là-dedans. Donc chaque étape a un process, chaque étape a le format barrière et passage dont on parle d'ailleurs dans les formations Lean avec Laurie. Et ça, c'est des choses qu'on a pu, morceau par morceau, aller déployer et qu'on est encore en train de déployer, parce que c'est un gros travail, sur les autres pôles. Et d'ailleurs, Calliope, on en parlait aussi ce matin, c'est aussi... voilà, Calliope, il y a 2 manières de le faire. Alors, Calliope, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ISO, c'est comme tout ça. C'est une certification. C'est une certification, et celle de Calliope, elle est extrêmement contraignante. Donc, il y a 2 manières de jouer Calliope. C'est je le fais au minimal et je planque un peu tout ce qui dépasse pour pas que ça se voit le jour de l'audit. Et puis, peut-être, je vais avoir mon audit quand même. C'est une manière de faire, je dirais que c'est une manière court terme, c'est ce que j'appelle une manière court terme. Et puis après, une manière long terme, voire intemporelle de le faire, c'est de dire oui, il y a ce court terme qui est mon audit, mais en fait, tout ce travail que je vais faire pour que mon audit soit réussi, il faut qu'il serve à long terme, il faut qu'il serve dans la structuration de l'entreprise, et donc, je peux faire les 2 objectifs en même temps. C'est un peu plus long et un peu plus dur de le faire de manière... Non, c'est beaucoup plus long. Ouais, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur, non, c'est sûr. Mais c'est infiniment plus utile. Et surtout, c'est infiniment plus valorisant pour les gens qui en participent. Ouais, vraiment. Et je reviens à la formation long terme, court terme, là, que je suis en train de terminer, là, le joueur infini. Ça va permettre de motiver les gens. C'est-à-dire que les gens, pour être motivés, ils ont à la fois besoin du court terme, qui est l'audit, mais ils ont aussi besoin mais pourquoi je fais ça? C'est quoi le sens de faire ça? Et du coup, tu vas avoir des gens qui vont être beaucoup plus investis. Voilà. Oui. Ouais. D'ailleurs, nous, on l'a déployé, ça, en disant, c'est chaque personne... Et d'ailleurs, je pense que c'est vrai finalement, quelle que soit l'entreprise et le sujet, mais c'est vraiment la personne qui fait l'action, qui fait le process. Ouais. Donc le but du jeu, c'est que le process, ce soit une aide pour celui qui fait l'action et non pas une contrainte. Parce qu'en fait, voilà, avec une certification comme ça, on peut écrire 50 process, ça servira à rien. Nous, le but du jeu, c'est faut vraiment s'imaginer comme un parcours et il faut vraiment que chaque étape
soit non seulement guidée finalement pour la personne, pour qu'elle soit confort, qu'elle oublie rien, qu'elle puisse travailler dans le flow, etc. Et en même temps une sécurité parce qu'il y a des barrières et on ne passe pas les barrières n'importe comment. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé et ça marche très bien. Ouais. Et donc c'est une des grandes réussites oui. de cette année, ouais. C'est d'avoir la certification, c'est sûr, mais surtout d'avoir une certification oui. avec des process réels qui nous permettent d'être solides sur toutes nos activités, en particulier celle du B2B. Oui, et peut-être l'effet qui se coule, j'allais dire, c'est que je pense que ça a vraiment permis à une des personnes qui a travaillé dessus de se révéler, vraiment, parce que c'était dans son cœur. Elle avait été d'ailleurs embauchée en partie pour ça, hein, mais c'est vraiment dans son appétence et ses compétences. Donc ça lui a vraiment permis d'exprimer ça, et le résultat lui a donné confiance. Donc ça, c'est chouette aussi, hein. C'est chouette à voir. C'est extra, ouais. Est-ce que, alors, tu voulais aussi parler des outils et des process qui ont été mis en place pour fluidifier l'organisation. Tu as déjà donné des exemples, mais est-ce que tu as d'autres... Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là, et ça aussi, c'est, ça peut vite perdre tout le monde. Donc, il faut vraiment arriver à trouver les outils minimums et à avoir en fait le process avant l'outil. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que l'outil doit juste permettre de mettre en scène le process, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on a mis en place en termes d'outils, il y a eu énormément de choses. On avait besoin en fait d'une gestion collaborative. L'avantage et le problème que j'ai, c'est que je suis contributrice dans chacun des pôles. Donc, je suis très vite le goulot d'étranglement. Donc, il faut absolument que le niveau d'information que j'ai moi, il soit automatiquement diffusé aux équipes. Ils peuvent pas attendre que, en plus les choses vont vite quand même, ils peuvent pas attendre que j'ai le temps de faire un débrief, etc. Donc ça, c'était hyper important et c'est passé, alors je vais donner quelques exemples, c'est passé par plusieurs outils. Par exemple, un truc tout bête, mais la gestion collaborative des mails, c'est-à-dire que nous, on a une application pour gérer les mails, toute l'équipe est dessus avec des rôles différents, des accès différents, mais selon en fait les responsabilités des pôles, parce que ça c'était aussi c'est une clé en fait au niveau de la structuration, c'est que chaque pôle a un responsable qui n'est pas moi en fait, et ça c'est hyper important. Et donc en fonction des responsabilités, finalement les mails ils sont automatiquement dispatchés ou en tout cas portés à la connaissance des gens qui doivent avoir les infos. Ce qui fait que, et c'est hyper important dans la mesure où on a justement 3 activités qui sont complémentaires. On a des personnes qui sont clientes des 3 pôles. Donc, c'est hyper important pour bien servir le client, que le niveau de connaissance de Marion qui est au support technique soit le même que moi qui accompagne le client ou que Nelly qui a peut-être vendu la prestation. Ça, c'est hyper important. Et qu'on sache si le client dit « Ah bah oui, mais j'avais parlé avec un tel », bah voilà. Et là, on est tous tous au même niveau et ça permet d'être très très rapide. Des fois, les gens sont surpris, mais ça permet d'être très rapide. Donc ça, c'est vraiment la gestion des mails. Je pense que ça a été un gros gain. Après, peut-être le plus gros chantier, ça a été le CRM. On a mis en place alors en réalité, on a mis en place vraiment tout le service commercial qui n'existait pas. Donc c'est passé par du recrutement, par des outils bien sûr et beaucoup de process. Je t'en parlais rapidement ce matin, je crois qu'on n'en a même pas encore parlé, jusqu'à des prompts faits avec l'IA pour faciliter en fait le travail commercial. Donc voilà, ça, le CRM, ça a été un gros chantier. C'est pareil, il faut le structurer, il faut l'alimenter, il faut que tout le monde soit convaincu. Donc voilà, ça fait partie, je pense, des 2 gros outils de l'année. Après, il y a un outil qui n'est pas un outil informatique, mais que tu as mis en place, c'est la Bible commerciale. Oui. Oui. Tu peux nous dire 2 mots là-dessus ? Oui, en fait, je disais, le ciel, ça a été un des gros changements de l'année d'inclure les bras droits, les cadres dirigeants. Et du coup, moi, j'apprends aussi exactement au même titre que les autres, et on va parler de ce côté opérationnel aussi dans le ciel. Et toi, tu as partagé ta Bible commerciale, ou en tout cas la façon de structurer ça sur une entreprise du groupe. Et moi, je me suis dit, on était en train d'installer le service commercial.
Et pour que tous les rendez-vous commerciaux ne soient pas forcément dans mon agenda, il fallait recruter un commercial, mais en même temps, il fallait lui donner un niveau de connaissance des principes commerciaux, une bonne connaissance des produits, une bonne connaissance de tout ce qui est nécessaire au niveau commercial. Et donc, ça m'a permis de rédiger une bible commerciale et qui est hyper aidante lors de l'onboarding en fait d'un commercial. C'est vraiment une clé. On l'a partagé ça dans le ciel, effectivement. Ouais, tout à fait. Est-ce que sur cette partie-là, donc qui s'appelle structurer sans figer, le défi de la scalabilité, il y a eu des erreurs et des apprentissages, parce que ça, je pense que c'est intéressant de voir que. Mais d'erreurs, voyons évidemment. Voilà, c'est quand même intéressant de voir que ça paraît très fluide comme ça quand on le regarde. Ah ouais, non. Mais en fait, il y a eu pas mal de péripéties, on va dire. Oui, bien sûr. Peut-être si c'était à refaire, la toute première erreur, c'est je pense, d'attendre trop pour faire évoluer les missions des équipes. En fait, c'est normal que ce soit en perpétuel mouvement, je pense, les missions. C'est normal. Et ça, je pense que c'est peut-être ma principale erreur impactante, en fait. Voilà, c'est de prendre trop de temps pour ça. Si c'était à refaire, j'irais beaucoup plus vite pour avoir vraiment l'alignement parfait, compétences, culture, objectifs stratégiques. Ça, effectivement, c'est indispensable pour faire évoluer l'entreprise. Donc pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'a posé comme problème ? Moi, je sais ce que ça t'a posé comme problème, mais... Oula, ça en a posé pas mal. Moi, j'ai envie de dire... Tu penses à quoi, toi ? Le fait que très vite, en fait, tu es toujours en avance par rapport à ton équipe. Ah oui, donc, ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui vas compenser entre guillemets, le retard de ton équipe. Et là, je parle pas des personnes. Oui, bien sûr. Du fait que tu les aies pas fait évoluer aussi vite que toi. Ouais. Et ça peut être un risque quand, comme toi, on a une grosse capacité de travail et beaucoup d'enthousiasme, que de dire, faut qu'on soit là, j'ai pas le temps d'expliquer, je vais le faire moi-même, etc. C'est sûr. Et le problème, quand on fait ça, c'est qu'on on se sature très très fort. Oui, complètement. Oui, c'est sûr. Alors, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a le fait, effectivement, de moi me saturer trop, mais parce que j'aime ce que je fais, parce que voilà, il y a ce problème-là aussi, mais parfois parce que j'ai pas le choix. Parce que, il y a eu, l'équipe, elle a beaucoup bougé, parce que, on avait besoin aussi de faire évoluer l'équipe pour aller vers de nouvelles missions. Mais, du coup, forcément, déjà, recruter et gérer des départs, c'est deux missions qui viennent en plus de tout le reste. Donc déjà ça sature forcément. Donc on a vraiment besoin que les missions des personnes qui sont en place puissent évoluer et coller tout le temps à la réalité. Ça c'est vraiment indispensable. Et donc voilà, ne pas attendre trop, ça c'est hyper important. Et du coup je dirais que parfois j'ai oublié l'effet levier que doit avoir le management. Et finalement, alors encore une fois, je parle des missions, pas des gens, c'est important, parce que voilà, il y en a peut-être en plus qui vont écouter. C'est vraiment pas une question de personne, ça c'est vraiment important de le comprendre. Et justement d'ailleurs de raisonner en rôle et en mission, c'est important pour ça d'ailleurs. Mais finalement, une mission qui est trop chronophage pour soi en tant que manager, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Et ça, moi, je l'ai parfois oublié, ou alors je me suis trop remise en question moi et pas forcément les process, etc. Et de la même façon, si on a un collaborateur dans une mission qui nous prend plus d'énergie, plus que ce qui va faire gagner en fait à l'équipe, c'est aussi un problème. Et un truc clé, je pense, à se dire, c'est que si on cherche à un moment donné, si on cherche à occuper les gens. Ouais. C'est qu'il y a un problème, c'est que la mission, elle est plus alignée avec ce qu'on doit faire. Donc voilà, et puis évidemment le truc basique, mais quand les feedbacks systémiques ne sont pas efficaces, il y a une décision à prendre aussi. Donc voilà. Ça. Et puis tu me parlais des erreurs. Je pense que aussi une très grosse erreur. Tu parlais de saturation, etc. Une grosse erreur que j'ai faite. Même si je t'ai dit ce matin, si c'était à refaire, je pense que je la referais. C'est de ne pas programmer des indisponibilités dans mon agenda. Ouais. Voilà, que ce soit pour être en vacances, pour ne pas être dérangé, être focus sur un truc, etc. Ça, voilà. Donc ça m'a semblé. Souvent, j'en parle quand je parle de visionnaire, mais en fait, c'est vrai aussi pour le bras droit. C'est vrai pour un manager. Ouais. Vous pouvez pas être disponible tout le temps.
Et un autre truc vraiment important que tu as dit, c'est que si vous vous retrouvez en état de saturation, c'est qu'il y a un problème dans la délégation. Ouais. Et que certainement vous êtes sur les nouvelles missions qu'il faut faire et vous les faites parce qu'elles sont indispensables. Vous avez juste oublié de faire arrêter les anciennes missions de vos collaborateurs qui continuent à faire alors que ce sont plus, c'est plus ça qu'il faut faire. Ouais, ouais, ça peut être ça. Ouais. Ça peut être ça. En fait, souvent, je pense à ce genre de poste, on a le décalage, comme tu disais, nous, on a forcément un temps d'avance. Et donc, il faut pas oublier, quoi, de mettre à niveau en permanence tout le monde, en fait. C'est une grosse partie de votre boulot, c'est de faire de la délégation. Ça prend un peu de temps, mais en fait, sinon, vous vous retrouvez complètement saturé. Ouais, tout à fait. Ok. La partie suivante, c'était recruter, faire évoluer une équipe sans casser la culture. Ouais. Sacré challenge aussi, surtout quand tu es manager chez ODM. T'as pas trop envie de casser la culture, je dirais. C'est clair, ouais. Donc voilà. Oui, d'autant que ce que je disais, moi je peux d'autant plus te laisser développer les choses que la culture est respectée. Mon job, moi, quand on est visionnaire, c'est que la culture, ce soit la bonne. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, alors je sais pas trop par quel bout prendre. Peut-être dire un petit peu les évolutions de l'équipe en 2024. Qu'est-ce qu'il y a eu en gros, sans citer les noms, etc. Mais... Oui, bien sûr. Ouais. En gros, si on fait simple, il y a eu 4 départs et 4 arrivées. Donc voilà, 4 départs, ça veut dire 4 missions. En fait, faut bien voir aussi que l'équipe ODM, c'est une petite équipe, donc on n'avait pas, en tout cas jusque-là, de redondance dans l'équipe. Ouais. Ça a été une de mes grosses leçons. C'est-à-dire qu'on avait eu en fait l'expérience avec un de nos outils pour lequel on n'avait pas de redondance et on a eu un couac, c'était je crois en 2024 d'ailleurs. Et en fait c'est vrai aussi dans l'équipe. Et quand il n'y a pas, en tout cas pour plusieurs missions, et quand il n'y a pas de redondance, on se met vraiment en fragilité. En tout cas, soit en tant que manager, c'est sûr, dès qu'il y a un départ. Donc en fait, moi, ma position, c'est aussi pour ça que l'année a été intense, parce que il faut le temps de mettre en place, mais ça a été de profiter de chaque départ pour vraiment remodeler complètement les missions, l'organisation, etc. Reprendre en main, en tout cas, une partie sans aller trop loin, mais reprendre en main pour, j'ai envie de dire, repartir propre en fait pour la suite. Ça, c'est important. On a eu par exemple le cas, on a eu un gros travail au niveau administratif et même comptabilité finalement pour réorganiser la structure. On en a profité en fait pour réorganiser la structure et profiter des expériences des personnes recrutées qui ont pu apporter aussi de l'eau à notre moulin et nous permettre d'aller plus loin. En fait, on en parle dans la formation recruteur d'élite, RDE, ouais. Où on dit qu'en fait, que ce soit un recrutement ou que ce soit un départ, ça remet pas juste en jeu le poste, ça remet en jeu tout le fonctionnement de l'équipe et c'est important de le faire. Parce que si vous vous dites, je donne un exemple, tiens, je vais recruter un nouveau commercial. Mais si vous n'en profitez pas déjà pour faire participer le reste de l'équipe au recrutement, mais surtout à tout remettre en jeu en disant, tiens, ce commercial, comment il faudrait que ce soit pour que vous puissiez vous libérer de tâches où vous êtes peut-être pas excellent et que vous pourrez vous concentrer sur vos forces, comment on peut définir ce poste. Et en fait, chaque nouvelle arrivée ou chaque nouveau départ, c'est une occasion de refonder l'équipe. En fait. Ouais, complètement. Et c'est important de tout reposer. Alors, c'est pas forcément, vous n'allez pas faire l'inverse de ce que vous faisiez avant, mais vous voyez le principe. Et tout ça sans que le client ne soit impacté. Oui. Alors oui, ça je pense que c'était pour nous le gros enjeu et je vais pas dire que ça s'est fait sans stress parce qu'il y a vraiment quand on maîtrise pas en fait tout. Et c'est toujours le cas, on peut pas toujours maîtriser ce que font les gens qui partent en fait. C'est surtout si on n'a pas un bon niveau de workflow, de process, etc. Et nous, c'était le cas sur certaines choses. Donc ça a été aussi l'occasion. En fait, pour moi, et c'est ce que je dis tout le temps aux membres de l'équipe, c'est que il faut tous, dans la mesure du possible, qu'on soit remplaçable. En tout cas, au moins temporairement, il faut que ça puisse rouler. Là, par exemple, moi, je prends quelques jours de congé. Pourtant, on a des événements qui se préparent et ça va quand même se dérouler, ça va rouler. Ça, c'est hyper important. Donc voilà. Après,
vraiment je pense que le gros changement pour moi aussi, ça a été ma démarche de recrutement. J'ai vraiment travaillé sur le process de recrutement, notamment suite au live qu'on a fait dans le ciel là-dessus. Sur le marketing de recrutement, moi, ça m'avait beaucoup impacté parce que c'est vraiment un point de vue client, en fait, j'allais dire. Et donc, on fait vraiment un parcours client pour le candidat. Et ça, je trouve que c'est puissant. Et puis, j'ai fait un gros travail, tu parlais de la culture, j'ai fait un gros travail qui m'a semblé clé. Enfin, je dis gros, pas gros dans le sens où c'est très chronophage, etc. Parce que c'est pas le cas. Mais c'est quelque chose, je pense, qui a tout changé. C'est de prendre le temps de voir quels sont les comportements qu'on ne veut pas ou plus voir dans l'équipe. Alors, ça peut être des choses qui ne sont jamais arrivées chez Outils du Manager, mais ça peut être aussi des choses qui sont déjà arrivées et qu'on veut pas reproduire. Et parfois qu'on a fait soi. Hein. Je suis pas en train de mettre la faute sur les autres, surtout pas. Mais ça, c'est hyper important. Et pour moi, ça a été une clé non seulement pour faire les feedbacks, pour gérer l'équipe en cours, mais aussi pour recruter. Et donc, le focus a été de recruter des gens qui avaient de meilleurs comportements que moi dans leur domaine. En fait, ça, c'était capital et je regrette pas. Et donc, on a mis en place tout un parcours de recrutement, je pense, ultra sélectif pour ceux qui sont arrivés en 2024. Et je regrette pas. Et dans ce parcours-là, il y avait notamment la participation de l'équipe pour être sûr, justement, qu'il y ait une bonne adéquation à notre fonctionnement digital, parce que en fait, je m'étais aperçue que ça, c'est pas quelque chose qu'on incluait forcément et qui pourtant est capital, et un bon fonctionnement dans la façon de rentrer en relation avec les membres de l'équipe, puisqu'on a besoin, déjà, on se voit pas en vrai, donc il faut absolument que tout le monde ait ce souci de l'entraide et de la responsabilité individuelle. Donc ça, c'était aussi quelque chose de très important pour nous. Alors, je rebondis à nouveau pour donner des clés pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Quand on parle du marketing, du recrutement, oui, c'est une option qu'on a ajoutée dans la formation RDE, recruteur d'élite. Si vous l'avez déjà, cette formation, allez voir, parce que si vous n'avez pas vu, il y a ce truc-là. Et c'est vraiment une brique intéressante, parce que ça sert à la fois à attirer plus de candidats, parce que souvent on me dit mais il y a une pénurie de candidats, comment je fais, etc. Et j'avais pas la réponse, moi, parce que je faisais pas cette chose-là en interne, et donc on a fait venir une experte qui nous en a parlé, et on a intégré ça dans la formation RDE. Et le deuxième truc dont tu parles, en fait, c'est la culture d'entreprise. En fait, quand tu dis il y a des comportements dont je veux me séparer, que je ne doivent plus avoir lieu dans l'entreprise, clairement, tu parles de la culture d'entreprise, puisque oui, complètement. La culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. C'est comme ça qu'on l'a défini chez nous. Et donc, tu peux aussi, pour influencer ta culture d'entreprise et donc les comportements qui auront lieu dans ton entreprise, faire rentrer des gens différents qui ont déjà ces comportements. Exactement. Avant, il faut déterminer ce que tu veux que ton entreprise soit et ce qu'elle est actuellement. Et surtout ce qui te paraît évident, j'ai envie de dire. Parce que moi, il y a des choses qui me semblaient être la base, être évident, et que je n'allais pas vérifier, en fait. Toujours. Il y a toujours. Pour nous, c'est évident parce qu'on a eu une éducation, parce qu'on a eu une expérience. Bien sûr. Et on se rend compte que non, c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément évident. Ouais. Et donc, on a une formation alors qui est rapide, qui permet justement déjà de modéliser la culture d'entreprise existante dans ta boîte, et ensuite du coup d'y réfléchir. Ça s'appelle CTC, crée ta culture. Pour moi, c'est une des formations les plus comment on dit ça, sous-cotées. Les plus sous-cotées. Ouais, je suis d'accord. Quand on parle de culture d'entreprise, on a du mal à vendre cette formation, à vendre, c'est-à-dire à vous inciter à l'apprendre, mais je trouve que vraiment c'est une brique importante. En plus, c'est un truc qui met pas trop de temps à faire, et c'est très structurant dans une entreprise. Ça aide à la fois pour faire les feedbacks, pour faire les évaluations, pour faire les recrutements. Enfin, c'est hyper important. Ouais. Et on parlait du marketing de recrutement, mais c'est vrai, en fait, une fois qu'on sait la culture qu'on veut, en fait, l'intérêt, c'est non pas qu'on va sélectionner les bons candidats, c'est surtout qu'on va éliminer les mauvais. Et ça, moi, je l'ai vraiment vu, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des candidats qui n'ont
qui ont fait un retour en disant ah mais non mais de toute façon le process de recrutement déjà il est trop compliqué, trop long, trop difficile pour moi. Ben voilà, ok. Donc c'est juste que c'était pas un candidat pour outil du manager en tout cas quoi. C'est ce qu'on dit quand on dit mauvais profil d'ailleurs. Hein. Oui, un mauvais profil pour l'entreprise. Voilà. Et du coup tu vas pas perdre du temps en entretien avec des gens qui ont une affaire là. Ça fait sélection naturelle quoi. Et j'insiste, hein, la sélection c'est pas que ce soit le processus soit tellement compliqué que personne n'y arrive, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ouais. C'est que la manière dont on va exprimer le contenu du poste, ce qu'il y a à faire, etc., ça va repousser des gens. Et si ça repousse des gens, ça va en attirer d'autres. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que les gens qui sont déjà repoussés au départ, c'est tout, c'est même pas la peine de les avoir en entretien, ça va pas leur plaire. Je pense que la clé pour construire en fait le parcours de recrutement, c'est d'essayer, c'est d'ailleurs les retours qui m'ont été faits cette année, c'est d'essayer de faire vivre à la personne dans le parcours de recrutement à quoi va ressembler sa mission. Et de lui faire tester en fait directement. Et c'est ça, alors c'est pas forcément facile à mettre en œuvre sur tous les postes, etc. Mais ça marche bien. Ouais. Et de toute façon, on en parlait déjà dans RDE, c'est que le meilleur moyen, c'est pour ça qu'on a un guide des questions comportementales, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un sera en adéquation avec un poste, il y a le test que tu viens de mais il y a aussi qu'est-ce qu'il a fait avant, si c'est comment il y a des questions spécifiques à lui poser pour comprendre, même s'il va pas faire la même chose que ce qu'il faisait dans l'autre boîte, la manière dont il le faisait, ça va être aussi important que les résultats qu'il a obtenus. Ouais, tout à fait. Ok, la partie suivante, c'était développer un business-to-business rentable. Ouais, bah ça a été un gros morceau cette année. Alors, pourquoi déjà on a fait ça? C'est vraiment venu des demandes, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui nous contactent et ça, je pense que c'est le cas depuis des années. Oui. Parce que, en fait, entre mettre en place soit parce que on a décidé, on est manager, on veut implémenter le système ODM, on voit que ça marche et on a envie que ce soit à plus grande échelle dans la boîte. En fait, c'est vraiment deux choses différentes. Et au-delà de la méthode du système et des outils ODM, il y a une gestion en fait de projets de formation finalement. Et c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que le CODIR, la direction, le service RH, etc., les personnes qui lancent le projet ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Les managers qui sont en formation ont besoin d'être accompagnés et tout ça doit être piloté. Et moi, je me suis dit, l'avantage que j'avais là-dedans, c'est que déjà, je pratique dans l'entreprise, donc c'est un cas, mais c'est un cas quand même, je pratique le système ODM et j'ai une expérience en gestion de projet. Et donc finalement de mêler les deux était assez pertinent et en tout cas il y a une demande pour ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est déjà né comme ça pour recadrer un petit peu le truc. Est-ce que tu veux nous parler de tes résultats déjà peut-être? En termes, alors attends, je crois bien que j'avais noté un petit peu le nombre de personnes, mais je dirais qu'il y a eu en B2B, bon déjà on a construit l'offre quand même qui n'existait pas, donc il y a eu ça, et après là je crois qu'on doit avoir 150 à 200 managers en formation. Je crois qu'il y a 200 managers formés. Ouais, voilà. Extraordinaire. Ouais, qui sont en parcours. Et donc ça, c'est vraiment la partie B2B. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi à peu près 1500 nouveaux élèves dans les formations outils du manager. Et peut-être un truc qui est très lié, c'est justement l'accompagnement. On a beaucoup mis le focus sur l'accompagnement via le forum. Ça a été fait par étapes, en fait, toute cette mise en place. Et donc, on a aussi plus de personnes qui arrivent sur le forum et plus de personnes qui s'onboardent dans les formations, puisqu'en fait, peut-être il faut que je reparte du début au niveau de cette offre en fait pour les entreprises. L'idée, c'était que on puisse donner à l'entreprise des étapes très claires et qu'on puisse nous checker les étapes d'avancement pour l'implémentation du projet. Donc, il faut une méthodologie d'implémentation pour déployer le système de management dans diverses strates de management. Et on voit que c'est compliqué quand il y en a pas du tout, enfin quand il n'y a pas de structure claire et quand il y a des grosses équipes, c'est très souvent le cas, il y a de grosses équipes et d'ailleurs ça fera partie des évolutions 2025 de travailler là-dessus. Donc voilà, il nous fallait des étapes très claires et des points de contrôle. En fait, c'est comme tout. Donc
En gros, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un rétro-planning, des étapes dans le projet et des KPI. En fait, hein, si je résume, c'est ça. Et donc, nous, on va suivre à la fois les personnes qui déploient le projet dans l'entreprise, donc la direction, les RH, etc., et à la fois les managers qui se forment. Et on met les deux en... En fait, pourquoi c'est important que ce soit séparé aussi? C'est peut-être ça c'est peut-être un point clé à expliquer. Pourquoi ça marche mieux en fait quand ODM intervient? C'est simplement que on est entre les deux parties en fait de l'entreprise, et donc c'est beaucoup plus facile pour un manager de nous dire la difficulté de sa situation, ce qu'il essaye, de se faire guider aussi, recommander par nous de mettre en place les 1 à 1, alors que des fois on lui a dit dans l'entreprise de le faire, plutôt que d'avoir ces recommandations-là de la direction. On entend toujours mieux quand c'est externe en fait. Hein. Toujours. Donc c'est juste pour ça. Voilà. Ça c'est une de mes grandes frustrations. Ouais, il y a un je fais venir un consultant, le mec dit ce que je dis depuis des années, et mes collaborateurs ils disent il a raison. C'est le truc que je leur dis depuis le début. Mais c'est comme ça, c'est tout. Ouais. C'est parce qu'il a un angle différent. Puis il y a une énorme différence entre la partie, je dirais, que tu as appelé tout à l'heure cours en ligne et le déploiement dans une entreprise. C'est que quand nous, on vend des cours en ligne, à vous qui nous écoutez, vous êtes volontaire dans la démarche et vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Quand on s'adresse à une entreprise, c'est pas du tout ça. Notre client, c'est le chef d'entreprise qui nous dit « je veux déployer un système de management », mais les managers, d'abord, ils sont pas forcément d'accord, pas forcément motivés, ils nous connaissent pas, ils ont pas écouté les podcasts, donc c'est une autre démarche. Et en plus, on a une obligation de résultat qui est forte, puisque il faut que ça se déploie au même rythme. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir la moitié des managers qui le font, puis l'autre moitié qui le font pas. Donc c'est pas du tout la même approche, et c'était vraiment nécessaire qu'on ait des outils spécifiques pour ça, et un accompagnement spécifique pour ça. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui inspire, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer en 2025, mais en fait, ce qu'on propose maintenant aux entreprises, ça peut aussi se proposer à titre individuel. Et donc, quelqu'un qui a besoin, je le dis parce qu'on nous le demande très souvent, moi très souvent on me dit, est-ce que tu coaches, en fait, on peut le faire par ce biais-là parce que on a une méthode maintenant qui est efficace. Et donc oui, maintenant quand vous voulez un parcours de formation professionnelle individuel, c'est possible. Ok. Les défis qu'on rencontre au niveau business to business? Alors je dirais un défi outil principalement pour nous, et ça va être un des sujets de l'année, c'est que au départ l'activité n'a pas été créée pour ce business-là. Donc les outils, le cahier des charges des outils n'a pas été fait du tout pour répondre à ça. Donc je pense, mais je veux pas trop m'avancer dessus parce qu'en vrai je sais pas exactement ce que ça va donner, mais je pense qu'on va devoir avoir une réflexion outil pour à la fois nous faciliter le suivi et pour avoir plus d'automatisation possible dans le suivi, par exemple, alors pas dans l'accompagnement humain, mais par exemple dans le relevé des progressions. C'est un exemple tout simple, mais aujourd'hui on n'a pas un outil qui est adapté à ça. On n'a pas non plus un outil qui a été pris pour son adaptation aux contraintes Calliope, par exemple. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on peut vraiment évoluer, et en fait, on se retrouve dans un environnement, l'entreprise qui, on peut travailler avec des entreprises plus ou moins grosses, mais c'est quand même toujours une entreprise qui a un certain nombre de managers, et donc en fait, ils ont tous des services informatiques avec certaines sécurités qui sont mises en place, et donc il faut que nous on puisse passer ces barrières-là sans problème, quoi. Voilà, donc ça va être ça va être un truc important. Et peut-être l'autre difficulté, mais on le trie quand même pas mal au démarrage, c'est comme tu disais, en fait, toi, ta mission de départ, c'était d'aller former le manager qui a envie. Effectivement, c'est important. C'est pareil en fait en B2B, il faut qu'on forme la direction qui a envie. C'est une clé en fait pour que ça marche. Et quand on se retrouve face à une équipe qui gère le projet, mais qui n'est pas concernée par le management ou concernée par la décision stratégique, c'est beaucoup plus compliqué pour faire avancer les choses. Oui. Et puis, donc ça fera pas partie de nos clients en 2025, ça c'est sûr. C'est clair, et d'ailleurs déjà en 2024,
Voilà, c'est pas avec possible. qui on a décidé de pas travailler parce qu'on n'avait pas les mêmes Ouais, fondamentaux sur le management. Donc ça, c'est et ça. là, nous, on peut pas faire de miracle. Il faut que le dirigeant il ait compris et adhéré à nos principes. S'il est fan des podcasts et qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire, en général, c'est bon signe. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre de choses et de trucs à mettre en place de son côté pour que ça marche aussi. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, je sais pas si c'est le bon moment pour dire ça, mais on parlait tout à l'heure du fait que les pôles en fait doivent s'apporter des choses les uns aux autres. Donc la partie entreprise doit apporter à la partie cours en ligne et vice versa, la partie ciel. Là, on a un exemple très concret du déploiement. Alors, je vais pas citer l'entreprise, mais du déploiement du système outil du manager dans une entreprise qui a un défi particulier de par sa structuration en interne, qui nous a fait réfléchir sur qu'est-ce qui pouvait manquer dans notre système pour permettre de déployer plus facilement dans cette entreprise-là. Et donc, on a réfléchi aux différentes choses qu'on pouvait mettre en place. Et ça nous a permis d'en parler dans le ciel pour que ça concerne aussi les dirigeants et cadres dirigeants qui sont dans le ciel et qui puissent utiliser ça dans leurs entreprises. Et ça nous fait réfléchir à la construction d'une brique supplémentaire pour ODM dans la partie cours en ligne, en fait, pour tout le monde. Et donc, juste pour teaser un peu, je sais pas si je peux, mais bien sûr. voilà, pour ceux que ça intéresse, en fait, la question, elle est comment est-ce qu'on déploie le système, par quoi on commence, en fait, ça c'est beaucoup la question, par quoi on commence quand on a uniquement des grosses équipes. Et que nous on va se retrouver à devoir former un manager qui a 30 collaborateurs voire 60, j'ai vu des fois, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et dans la formation le manager essentiel, cette partie-là de comment est-ce qu'on met en place des relais à tout niveau, c'est-à-dire comment l'entreprise, la direction va devoir communiquer à tout le monde pour expliquer en fait cette démarche-là, à qui on va référer, comment ça va être structuré, etc. Et les managers, comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement pour repérer leurs relais et créer des cellules plus petites. Voilà, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui est manquant et qu'on est en train de développer, sachez-le. Voilà, ça va venir. C'est vraiment intéressant parce que j'en parle dans le manager essentiel, mais vraiment je survole le sujet. Ouais. Et c'est vraiment en s'attaquant au B2B que vraiment on est obligé de le regarder d'un peu plus près. Et là, on a vraiment une méthode très très claire et aussi un vocabulaire à utiliser pour que ça se passe bien. Oui. Et un séquençage à faire pour que ça se passe bien. Ouais. Et ça faisait un moment qu'on butait sur ce sujet et là je pense qu'on a trouvé, enfin c'est même sûr, on a trouvé quelque chose qui fonctionne très très bien. Ça marche aussi d'ailleurs quand on dit une grosse équipe, ça marche à partir de 8 personnes. Oui. Mais c'est vrai que le sujet, on a été obligé de trouver des solutions. Parce que en fait, on peut forcer un peu quand on a 9-10 collaborateurs, mais quand on en a 60, il y a un moment donné, on ne fera pas des 1 à 1 avec tout le monde, c'est pas possible. Et ça résout aussi le sujet mais il n'y a personne qui veut être manager dans mon équipe, ou si je mets des managers, ça va créer des dissensions, ils vont pas être d'accord, ils vont être jaloux, enfin voilà, on gère, faut juste le temps qu'on enregistre la formation, mais on va la sortir cette année. L'objectif. D'ailleurs, tu parlais aussi des résultats en B2B. Il y a un truc, moi, qui m'a impacté, c'est que il y a une entreprise qui m'a dit, en fait, de déployer le système de management, d'outils du manager dans l'entreprise. Ça me fait, donc c'est la direction qui dit ça me fait revoir qui j'ai pu nommer en tant que manager, et ça permet de voir en fait qu'il y a des inadéquations de culture. Donc encore une fois, la culture revient, et c'est vrai que c'est capital. Le management, pour moi, c'est le centre névralgique de l'entreprise. C'est le premier système. Donc si tu n'as pas les bonnes personnes dedans ou qu'elles n'ont pas la bonne culture, c'est une catastrophe pour l'entreprise. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir les gens pour mettre en place le système, en fait. Oui. Absolument. Et ça, je pense que c'est pas forcément logique. Mais en fait, il faut pas attendre d'avoir les gens, je crois. Et il faut le faire pour que tu sois le moins possible forcé de revenir en arrière si tu t'es trompé. Mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, il faut avoir un système qui est réversible. C'est ça aussi qu'on va essayer de mettre en avant dans la formation. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, on a des grandes ambitions pour le B2B.
Je regarde nos notes, on espère doubler le... Bah, en fait, je pense que tout dépend. C'est difficile encore. En fait, moi, j'aime pas donner une ambition pour l'année ou les 3 années ou voilà. Je pense que on a un cap en fait. Oui, on a envie de développer ça fort et il y a vraiment le marché pour. Après, moi, je vois plutôt à 3 mois parce que justement, tout va dépendre des capacités qu'on va avoir nous en termes d'outils. En fait, ça c'est quand même hyper important pour pouvoir prendre plus de charges sans asphyxier l'équipe en fait. Ouais. Donc ça va quand même être ça va quand même être une clé. Tout à fait. La partie suivante, scaler sans s'épuiser, leçon sur la gestion de l'énergie. Donc là, on va plus parler de toi, je pense. En fait, moi, mais ça impacte toute l'équipe, en fait. Bien sûr, bah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh ben, je disais tout à l'heure que une des erreurs que j'ai faites, c'est de pas prévoir des temps d'indisponibilité. Ça, en fait, moi j'ai voulu le faire, j'allais dire avec une bonne intention, pour être présente un maximum, pour être en production un maximum, pour être dans les rendez-vous et développer commercialement un maximum, etc. Sauf que il y a un moment donné où il y a un seuil en fait à pas dépasser. Alors chacun son seuil. Je pense que c'est aussi le problème moi d'avoir un seuil qui arrive à être assez haut. Et ben c'est aussi un problème des fois parce que du coup ça passe jusqu'à ce que ça passe plus. Et en fait c'est contre-productif dans le sens où il y a un moment, si la saturation elle est trop haute, en fait ça dessert tout le monde. Et donc faut arriver à rester quand même en dessous de ce curseur-là, ce qui est pas évident quand on développe. C'est encore moins facile quand il y a des départs et des recrutements. Mais en vrai, je pense qu'on vit tous ça. Donc, ça veut dire qu'il faut inclure des indisponibilités pour gérer, en fait, ces moments-là. Ouais. Voilà, il peut y avoir, de toute façon, des périodes où on sait qu'on sera pas efficace. En fait, ce que j'ai fait pour 2025, peut-être ça peut donner une clé du changement à faire. C'est que j'ai regardé le passé, en fait, en 2024. J'ai enchaîné des sprints en fait. Moi j'appelle ça vraiment comme ça. J'ai enchaîné les sprints sans prévoir de stop après. Donc ça pour moi c'est une erreur parce que c'est pas durable. Ou alors faut vraiment se dire ok je le fais un temps donné et puis après je m'arrête. Et finalement si on regarde l'agenda passé, alors on peut réorganiser l'agenda futur en se disant en réalité voilà ce que je suis capable de faire. Parce que, comment dire, ce qui est, je pense, difficile à prévoir, c'est que moi, en étant dispatchée sur 3 pôles, en fait, oui, je suis capable de faire autant si je ne fais qu'un pôle, en fait. Mais en fait, en cumulant tout, voilà, il faut pas sous-estimer que si on a déjà fait 5 rendez-vous commerciaux dans la journée et que à côté on va faire un live et puis qu'à côté on a aussi 3 rendez-vous de management, il y a un moment donné, c'est la même énergie en fait. Oui, voilà. Voilà, c'est cette répartition qu'il faut arriver à trouver. Et puis aussi réussir à équilibrer ses journées entre des activités à forte tension mentale, à forte charge mentale, et puis des activités où remplir des tableaux, faire des fiches, des machins, ou faire complètement autre chose d'ailleurs, où là t'as pas de dépense mentale. C'est pas du repos, mais t'as pas de dépense mentale. En fait, c'est là où je me suis piégée, je pense, moi. Ouais, voilà. Et oui, mais il faut bien faire la distinction entre. Et c'est très personnel ça. Moi, je sais qu'il y a des gens. Faire des démarches administratives, ça les détend, tu vois. Ouais, tout à fait. J'en connais d'autres, ça les tend, hein, ça les rend même. Donc voilà. Et puis il y a un autre truc. On a quand même un outil pour ça. On en parle dans la formation SPR. Alors SPR, c'est quoi? C'est système de progression réaliste. Qui est le taux de saturation, c'est-à-dire que tu calcules ton taux de saturation. Et comme tu le disais, on n'a pas tous le même. Je pense que toi, ton taux de saturation, il est assez élevé. C'est-à-dire que, ou plutôt, il est bas. C'est-à-dire que tu es capable, justement, d'enchaîner des sprints, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein, d'ailleurs. Moi, je dis, dès que je suis à plus de 50%, je sais que je ne vais pas tenir longtemps comme ça. Et l'idée, c'est pas forcément de réussir à toujours être en dessous de son taux de saturation, c'est de savoir quand on est en dessous ou quand on est au-dessus. C'est-à-dire que tu peux tout à fait dire, bon, là, les 2 semaines à venir, c'est clair, ça va être
l'enfer, entre guillemets, parce qu'on peut aussi avoir un certain plaisir à être dans une forte... Ça, c'est sûr. Mais il faut juste se dire, mais après, par contre, c'est tout. Je prends 3 jours parce que je vais finir sur les genoux, c'est sûr, quoi. Et ça se programme dans l'agenda, hein, c'est clair. Oui, mais je pense que là où je me suis fait piéger, parce que j'avais cette réflexion-là, mais là où je me suis piégée, c'est que en faisant évoluer la structure et les missions de l'équipe, etc., je me suis retrouvée, moi, et c'est normal, mais à gérer des activités qui me demandent justement une forte intensité. Toutes, presque. Et quand c'est des nouvelles choses. Voilà. Et ce qui fait que du coup, en fait, le même taux de saturation aujourd'hui ne représente pas la même énergie nécessaire en fait qu'il y a un an. Et ça je l'avais pas mesuré en fait. Je pense que c'est une grosse différence. Bah, par exemple, il y a une compétence que tu as acquise, c'est ce que tu m'as dit quand on a fait notre entretien de progrès. Tu m'as dit, moi, la compétence acquise, c'est le commerce. Oui, je pense, pense parce que je l'avais pas comme ça en tout cas. Mais du coup, aujourd'hui, tes entretiens, ils te prennent moins de charge mentale que quand tu as fait tes premiers entretiens. Ah oui. Non seulement parce que tu as créé une structure, comme tu le disais, tu as amélioré le process, mais aussi parce que c'est moins nouveau. Et donc, ça complètement. moins d'énergie. Complètement. Ouais, ça c'est sûr. Donc, est-ce que tu as mis des... Donc, tu m'as dit, tu as mis en place des coupures et des temps de respiration. Oui. Pour toute l'année. C'est prévu pour toute l'année. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être que j'ai mis en place par rapport au temps et à l'énergie. Je pense qu'il y a aussi un des gros changements qui est tout simple, mais extrêmement important pour me décharger, c'est la gestion des réunions d'équipe. Oui. Et en fait, la grosse bascule qu'il y a eu, c'est que ce sont les équipes qui ont pris en main les sujets de réunion, etc. Et c'est-à-dire qu'on a un process très simple, hein, on a un formulaire à remplir avant la réunion, qui est un formulaire collaboratif, donc on ne peut plus simple, c'est intégré à notre outil de gestion de projet, mais on a différentes rubriques qu'on a vues ensemble, et il y en a une où c'est les sujets à consulter avant le démarrage de la réunion. Et en fait, chacun, si tu veux que ton sujet soit traité, il faut que tu l'aies préparé, que tu l'aies communiqué aux autres, et en réunion, on va pouvoir lever les blocages, prendre les décisions, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment important pour ne pas avoir à porter en fait tous les sujets. Je pense que c'est beaucoup plus épanouissant aussi pour les équipes. Mais voilà, ça a été un gros truc, et ça va avec. Je le dis parce que j'ai l'impression que c'est un outil qui est trop peu utilisé, mais le 15-5, qui je pense est hyper important aussi pour permettre aux équipes de bosser sans leur manager en fait. Alors ça permet d'informer de ce qu'on fait, c'est sûr, le manager aussi, mais ça permet aussi de résoudre des sujets comme la préparation de la réunion. En fait, nous on a plein de sujets qui du coup ne sont même pas traités en réunion parce qu'en fait les échanges font que ça y est, c'est bon, en fait on a l'info. Je voulais dire, en général, quand tu demandes aux gens de préparer un sujet plutôt que d'amener leurs problèmes, mais qu'ils aient déjà réfléchi et tout, souvent le sujet il n'arrive même pas à la réunion parce que c'est résolu avant. Et ça, je le rattache au dernier podcast que j'ai fait, alors je sais pas s'ils seront publiés dans le même ordre, j'en sais rien, mais qui est ne cherchez pas à simplifier les tâches de vos collaborateurs. C'est exactement ça. Un moyen de préserver votre énergie. Si vous gardez pour vous toutes les tâches les plus compliquées parce que vous vous dites non mais je vais leur faciliter la tâche, etc. En fait, vous allez exploser en vol. Ce qu'il faut, c'est pas simplifier les tâches de vos collaborateurs, c'est amener vos collaborateurs à un niveau de complexité qui leur permet de gérer des tâches complexes. Et en plus, ils seront plus motivés, c'est ce qu'ils veulent, vos collaborateurs. Alors, dans l'implémentation pratique, c'est difficile. Hein. C'est difficile, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, dans ce qui me concerne, il faut lutter contre l'idée que ça va être plus facile pour moi de faire une tâche que pour quelqu'un d'autre dans l'équipe, par exemple. Et donc, de refuser aussi d'être la ressource. En fait, c'est pas grave que tu mettes plus de temps à faire les choses, c'est pas grave que tu aies à chercher, même si effectivement des fois un truc est plus facile pour moi, mais c'est pas une solution viable en fait. Et ça, c'est pas toujours simple à faire comprendre, à mettre en œuvre déjà pour soi. Hein. Souvent on l'apprend de la mauvaise manière, c'est-à-dire en épuisant en fait. Puis c'est une question de tempérament. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, toi, tu es plutôt quelqu'un qui veut avancer le plus vite possible, qui a une grosse capacité de travail, qui est enthousiaste, etc. Si tu as moins d'énergie et que tu es moins dans ce domaine-là, ou que tu es
très occupé par plein de choses, ça va se faire plus naturellement parce que t'as pas le choix en fait finalement. Mais ça demande aussi, pour pouvoir faire ça, et je pense que c'est vraiment aussi un gros axe de travail pour nous dans l'équipe en 2025, c'est que si on veut faire ça, ça demande plus d'anticipation. Parce que justement, si moi j'ai en main quelque chose que je vais pouvoir faire rapidement, quand quelqu'un d'autre va le prendre, ça prend plus de temps, ça demande plus d'anticipation parce que va y avoir des allers-retours, etc. Et sinon, on va se retrouver dans la configuration où au final, on finit tout. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps de gérer les allers-retours. Et donc, la personne ne peut pas progresser. Ouais. Donc ça, voilà, c'est un point d'attention pour nous sur l'année. Ouais. Pour moi, c'est un des gros points, ouais. Et sur lequel on a déjà progressé. Oui, c'est sûr. Beaucoup plus en anticipation, quand même. Oui, c'est sûr. Ok, bon, on a fait le tour des questions qu'on se posait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que tu voulais aborder par rapport peut-être un truc qui peut servir aux personnes qui écoutent et moi, sur lequel je travaille un petit peu en continu, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important de le voir comme pas forcément un gain de temps immédiat, mais plutôt, moi, ça me permet plutôt de maintenir une qualité ou d'aller plus rapidement à un niveau de qualité. Et ça permet ça facilite beaucoup la délégation. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi en donnant un exemple. Au niveau commercial, par exemple, pour Outils du Manager, on a pu faire des analyses de ce qu'on a fait dans le passé. Donc par exemple, ce que moi j'ai fait pour commercialiser le ciel ou le B2B, peu importe. En analysant tout ce que moi j'ai fait, je peux en ressortir plus rapidement, plus facilement, en gros des règles que je vais pouvoir donner à la personne qui prend la suite. Et là, concrètement, on est en capacité aujourd'hui, on a des prompts qui nous permettent de pouvoir analyser, après un rendez-vous, d'être en capacité d'analyser ce qu'on a fait, de le critiquer et d'enrichir en fait notre base de données commerciale finalement, de réponses qu'on peut apporter, de travail par exemple sur les objections, etc. Et donc ça va permettre de monter en qualité, même si, parce que nous on a engagé quelqu'un qui est meilleur commercial que moi, par exemple. Mais pour elle, ça va quand même être intéressant parce que elle n'a pas mon niveau de connaissance à moi sur les outils ODM, etc. Donc au final, voilà, ça crée ça permet vraiment de gagner du temps, de créer des bases de données, d'analyser des données. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça, de l'analyse de données. Voilà, je pense qu'il faut pas passer à côté, c'est indispensable aujourd'hui, je pense. Ouais. Avec la quantité d'infos qu'on a à gérer, voilà, c'est indispensable. Moi, j'aime bien la phrase quand quelqu'un a peur que son métier soit remplacé par l'IA, de dire non, tu vas pas être remplacé par l'IA, tu vas être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA mieux que toi. Ouais, ça c'est sûr. Tu as fait la même chose. On est vraiment à ce niveau-là. Hein. Oui. Faut pas se boucher les yeux devant l'IA. C'est vraiment un sujet extrêmement important à intégrer aujourd'hui. Ouais. Ok. Alors, conclusion. Si on devait retenir 3 grandes idées de tout ce qu'on s'est dit, parce que quand même, ça fait presque 1h30 qu'on parle. Alors, je te propose de me donner tes 3 idées, puis moi je vais te donner les 3 miennes. Ou tu veux que je commence ? Ouais, vas-y, je veux bien. La première, qui est peut-être contre-intuitive pour les gens qui nous écoutent, c'est que un réalisateur puisse faire du développement. Ouais. Ça, je pense que c'est un truc qu'on n'a peut-être pas assez dit. Mais évidemment qu'un réalisateur, ça peut faire du développement. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir vraiment lâcher la bride à votre... je dirais, j'en ai 2. La première, c'est pour que votre réalisateur puisse vraiment avoir... vous soyez tranquille, vous soyez rassuré par rapport au travail de votre réalisateur, c'est de vous assurer que vous êtes bien d'accord sur les principes, sur le manifeste, sur la culture d'entreprise, etc. À partir du moment où vous, en tant que visionnaire, vous êtes sûr que votre collaborateur a compris ça, ça va être plus facile de lui dire la fameuse phrase « fais comme si c'était ta boîte ». Et la troisième... Et ça se décline, d'ailleurs.
Et bien sûr, dans le reste de l'entreprise. Ça se décline. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on avait évoqué ce matin dont on n'a pas parlé, c'est que toi, tu as essayé de recruter des gens qui étaient, entre guillemets, des intrapreneurs. Ouais. C'est-à-dire pas des personnes qui sont des exécutants, des personnes qui ont envie de faire plus que simplement de l'exécution, qui ont envie de faire des tâches complexes. Et donc, à ces personnes-là aussi, tu vas pouvoir leur dire, bah, fais comme si c'était ta boîte, comme si tu étais une entreprise. Si vous êtes d'accord sur les fondamentaux, qui sont la culture, etc. Et pour ça, il faut avoir ce fameux business de poche dont on parle. Nous, on a un modèle, mais vous pouvez avoir votre modèle à vous, mais qui intègre toute la vision à la fois extérieure de l'entreprise, vers quoi elle va, mais aussi intérieure de l'entreprise, sa culture. Et puis la troisième idée forte, je trouve, qui ressort de ce qu'on s'est dit, et ça s'adresse peut-être plutôt aux réalisateurs, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on a pris une décision qui n'est pas une décision game over, eh ben on peut se lâcher, parce que le visionnaire, il va peut-être avoir une propension au risque qui est forte, c'est-à-dire il dit « Non mais je suis sûr que c'est ça, j'y vais, je lâche les chevaux, et tant pis si on crache l'entreprise, au moins on aura essayé ». Un réalisateur, il pourra jamais dire ça. C'est pas du tout dans son tempérament, c'est pas du tout dans sa manière de voir les choses, et je pense que c'est une bonne chose. Il va justement éviter que le visionnaire prenne ce genre de décision. En fait, ce qu'il a besoin de savoir, votre réalisateur, c'est que même si le projet foire, on ne crache pas la boîte. C'est-à-dire, oui, c'est peut-être ça. Il faut toujours envisager le pire. Souvent, ça rassure. Surtout quand le pire est rassurant. Et il faut faire en sorte qu'il soit rassurant, de dire, bah, oui, peut-être que le B2B, ça va pas marcher, mais si ça va pas marcher, bah, on aura perdu du temps, un peu d'argent, etc. Mais outil de manager, ça sera toujours là. Ça existera toujours. On pourra réessayer plus tard ou d'une autre manière, etc., etc. Voilà, c'est les trois trucs qui me paraissent importants. On s'est dit plein de trucs importants, mais moi je retiendrai ces trois-là en tant que dirigeant, tu vois. Alors moi je pense que c'est important cette idée justement que le modèle qu'on a entre nous, le modèle dirigeant bras droit ou le binôme V plus R, etc. C'est quelque chose qu'on peut déployer à tout niveau de l'entreprise. C'est pas forcément que au niveau de la direction. Ça pour moi c'est vraiment, en tout cas pour moi une clé pour ne pas m'épuiser justement. Ça je pense que c'est très important et ça a du sens parce que ça veut dire que à tout niveau de l'entreprise, le job aussi peut être intéressant pour tout le monde, que tout le monde peut avoir un vrai pouvoir de décision, etc. Et que ça va avec de la responsabilité. Donc c'est sûr qu'il faut recruter les personnes qui sont OK pour vivre ça, ça c'est sûr. Mais voilà, ça pour moi c'est un truc important de déployer ça au plus proche du terrain parce que c'est toujours les personnes qui sont sur le terrain qui pourront faire les choses et les organiser en fait de la meilleure manière possible. Donc voilà, je pense que notre rôle c'est d'être là pour les faire réfléchir, pour les remettre dans le cadre de la mission, pour résoudre les problèmes, etc. Mais plus on va pouvoir les laisser faire, les laisser exécuter, en fait, mieux ce sera. Oui. Voilà, ça c'est pour moi la première chose. Après, je pense que la deuxième, ce serait peut-être un conseil pour ceux qui sont débordés, qui sont voilà. Je pense qu'il y a une clé qui est quand même toujours sous-estimée parce que ça prend du temps, mais créer des workflows, créer des process, c'est un sujet qu'on a aussi beaucoup retrouvé dans le ciel parce que qu'est-ce que je fais? Je sais que on a eu un sujet, par exemple, je sais que j'ai 3 personnes qui partent à la retraite bientôt. En fait, c'est la cata parce que comment on fait? Tout est dans leur tête, etc. Oui, donc en fait, ça doit se créer. Finalement, toute cette documentation de l'entreprise doit se créer en fait tout le temps. Ça doit faire partie vraiment des choses de base. Je pense. Après. Un troisième, peut-être la dernière chose qu'on n'a pas évoquée, moi j'ai quand même envie de remercier tous les gens qui prennent la peine de nous faire des retours, parce que on a eu cette année
je crois de tête 65 témoignages construits d'élèves de formation. Et j'ai regardé avant de faire cet enregistrement, je stocke en fait dans notre gestion de mail, j'étiquette les retours clients et je crois que j'en ai 330 ou 350, un truc comme ça. Et en fait ça, comme c'est collaboratif, les équipes le voient. Et donc ne sous-estimez pas l'effet que ça a, c'est hyper important pour tout le monde, ça donne du sens au travail qu'on fait, ne serait-ce qu'un petit mot pour dire à la personne qui vous répond sur le chat, qui répond à votre question, qui vous débloque, merci, voilà, rien que ça en fait c'est hyper important. Et voilà, et on a eu on n'en a pas parlé là, mais on a vraiment des retours de transformation, de choses qui sont mises en place et qui impactent, moi c'est un truc qui est hyper important pour moi, qui impacte les équipes, qui impactent l'entreprise, etc., mais qui impactent aussi beaucoup dans la vie privée. Et ça, voilà, c'est une belle récompense pour nous et ça alimente en énergie. Génial, ok. On a évoqué pendant notre discussion différentes formations. Ouais. Je vais peut-être les relister. Et tout à l'heure, tu me disais que tu avais une formation dont tu avais envie de parler, qui était un peu sous-cotée. Oui, pour moi, il y en avait deux. On a parlé de CTC. Oui, tu voulais dire? Je voulais juste les lister, puis après, oui, donc on a parlé de bras droit gagnant, donc BDG. On a parlé de LEL, donc l'entrepreneur libéré. Ouais. On a parlé de BDP, donc c'est business de poche, pour faire votre modélisation de business. On a parlé de RDE, donc recruteur d'élite. On a parlé de CTC, Crête à Culture. On a parlé de SPR, c'est le système de progression réaliste. Évidemment, on n'a pas évoqué LME, mais c'est quand même le truc central, hein, c'est le manager. Et SOR, on l'a pas évoqué, mais c'est... On n'a pas parlé de SOR, donc le système d'organisation réaliste. Et évidemment, tout au long de ce podcast, on a parlé du Ciel, qui est notre communauté d'entrepreneurs et de cadres dirigeants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter par mail sur ces différentes formations ou ces différentes choses. Oui. Mais toi, tu voulais parler en particulier d'une formation qui t'a particulièrement touché. En fait, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est qu'on s'est rencontrés cette année pour la première fois. Oui, on s'est vu en vrai. Ouais. Voilà, on s'est vu en vrai. Pour Calliope. Donc Calliope, ça a vraiment des vertus insoupçonnées. Exactement. La certification étant présentielle, il a fallu que j'aille dans le Nord, dans les locaux d'une autre entreprise. Et justement, un truc qui m'a... Dans les locaux de mes autres entreprises, en fait. Ouais, exactement. Et c'est une des choses qui m'a impactée cette année, c'est en fait c'est une confirmation parce que je pense que ça transparaît aussi pour les auditeurs, mais de constater de mes yeux cet alignement entre qui tu es chez Outils du Manager, mais finalement dans les autres entreprises, justement les contenus que tu crées, etc. Cet alignement là, il est très rassurant en fait. Il est très rassurant. Voilà, c'est pas un personnage. Je suis content que tu le dises parce que j'ai toujours ce doute. Moi, je trouve toujours que dans mes entreprises, c'est pas aussi bien que ça pourrait l'être par rapport à ce que je dis, etc. Oui, mais toujours. Je comprends que tu puisses te dire ça. On me dit, mais si, c'est... Si, en tout cas, les fondements, on les reconnaît et voilà. Ouais, donc ça, c'est sûr. Moi, pour avoir pu échanger avec tes équipes dans les autres entreprises, c'est sûr. Donc ça, voilà, c'est important. Et lors d'une discussion, tu m'as dit, tu devrais offrir à ta fille le livre Vie intentionnelle. Ouais. Et donc avant de lui offrir, j'ai quand même lu. Et donc c'est un livre dont tu t'es servi ou qui t'a inspiré plutôt pour créer la formation 3PL. Non, même pas. Non, même pas. J'ai créé la formation 3PL. T'as lu après. Et je l'ai lu après. Et ouais. Bon, c'est pas grave, mais 3PL et ce livre-là sont très alignés. Ouais, et donc, en fait, la formation Les Piliers de la Liberté, ça invite à se créer une vie intentionnelle. C'est pour ça que je fais le lien. Voilà. Et donc, moi, en lisant ce livre, en fait, je me suis dit, effectivement, d'abord, oui, c'est vrai, je vais l'offrir à ma fille. Hein, offrez-le, ce livre, un maximum. Je pense que c'est important. Donc, l'auteur, c'est Jean-Charles Kurdali. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est entrepreneur et philosophe en même temps. Oui. Alors, c'est pas forcément des conseils qui vont pour des très grosses entreprises, etc. Mais c'est pas grave. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il définit sa manière de vivre sa vie.
Ouais, c'est ça. Et effectivement. Ouais. Et moi, avant de lire ce livre, je me disais un truc qui me guide, c'est de créer mes propres définitions des choses. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi de diffuser à mes enfants, parce qu'en fait, c'est quand tu fais ça que tu orientes réellement et que tu prends la responsabilité des choses finalement. Et donc on retrouve finalement dans ce livre-là, moi j'ai retrouvé un parcours personnel que j'ai eu précédemment et que je recommande la lecture en fait à tous nos clients, tous nos auditeurs qui disent oui mais en fait moi je suis autodidacte, j'ai pas la famille qui m'a permis telle ou telle chose, j'ai pas les études qui, etc. Et en fait, peut-être ça crée, cette formation, elle crée en fait cette culture qu'on pourrait avoir par l'éducation et qu'on n'a pas toujours. C'est pour ça que je trouve qu'elle est peut-être un peu sous-cotée, et c'est dur à expliquer, mais je pense que le moment où on arrive à prendre la pleine responsabilité de ce qu'on vit, effectivement, c'est déjà c'est une clé du bonheur, je pense. Donc déjà juste pour ça, c'est important. Et puis c'est quelque chose qu'on peut s'attacher aussi à diffuser en tant que manager. Et plus en fait les gens arrivent à être dans une intentionnalité, plus ils vont être heureux au travail. Et voilà, c'est pourquoi je voulais parler de celle-ci. Ça s'appelle 3PL, donc les 3 piliers de la liberté. Et en fait, le principe, c'est comment on fait pour toujours se ménager un maximum d'options dans sa vie. C'est-à-dire de jamais se retrouver dans une situation où on n'a pas maximisé nos options. Et donc, on va jouer sur 3 leviers. Le temps, c'est-à-dire comment je gère mon temps, comment j'attribue mon temps, le temps court, le temps long, etc. L'argent, c'est-à-dire que oui, c'est un levier de liberté, l'argent. Et bien sûr, la santé. C'est-à-dire que même si on réussit les 2 premiers, si on rate le 3e, ben, en fait, à chaque fois, les 3 sont nécessaires et ils sont pas suffisants de manière individuelle. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est comment de quelle manière on peut gérer les 3 pour être toujours le plus indépendant et avoir le plus d'options possibles. Et comment arbitrer en fait en fonction des périodes de vie. Moi, en suivant la formation, c'est ça que je me suis dit. Des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, c'est ça, c'est d'avoir pu me cramer en travaillant tout en fait, par exemple. Alors que voilà, il faut prioriser. Ou aussi un truc important, de pas avoir de réserve de ressources. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu expliques bien, je trouve, dans cette formation, et que moi j'avais jamais appris finalement. Ça peut paraître bête, mais c'est important aussi, je pense. Avoir toujours une réserve de ressources. D'ailleurs, tu dis tout le temps, quand t'as pas le temps, prends le temps. C'est ça. Faut vraiment pas accélérer. Ok. Écoute, Adélie, je te remercie infiniment pour cet échange. On devrait en faire plus souvent à 2. Je trouve qu'à chaque fois, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui ressortent. Ça prend juste un peu de temps. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le sujet. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas via les mails privés. Quand vous m'écrivez un mail à moi, Cédric @ du manager, il est évidemment lu aussi par Adélie et par l'équipe. C'est quelquefois moi qui réponds, mais c'est toujours Adélie, donc n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont plu ou pas plu dans ce qu'on s'est dit, nous on est toujours preneurs de tous vos retours. Exactement. Une super semaine. Et une belle année du coup. Et une belle année un peu tard, mais une belle année quand même. À bientôt. Au revoir. Au revoir.